Bonsoir à tous et la plus cordiale bienvenue au nom de l'équipe d'InfoDeuil et du Repos Saint-François d'Assise. On est content que vous soyez là. On vous imagine, malheureusement, on ne peut pas encore vous voir. Un jour, on souhaite et on espère fortement pouvoir reprendre nos habitudes de vous rencontrer en présentiel, qui est un mot qu'on peut aimer ou pas, mais qui est devenu populaire. Mais en attendant, au moins, on sait qu'on vous rejoint et que vous êtes là. On est très heureux de vous accueillir. On vous a encore une fois préparé, grâce à Joanne, une soirée toute particulière et on est très, très heureux de l'invité qu'on va vous présenter ce soir. Donc, un petit mot, je vous rappelle que toutes les informations sur les soirées rencontres sur le deuil ou des capsules sur le deuil qui a été produite pour vous, vous pouvez les retrouver sur le site sur lequel vous vous êtes branché, donc infodeuil.ca. Il y a une foule de documents aussi qui y sont, autant audio, vidéo que des documents écrits, et on souhaite que ça vous soit aidant et bien utile. Alors, je vous présente Joanne de Montigny qui, j'aime le dire, n'a pas vraiment besoin de présentation, mais je rappelle pour les gens qui seraient nouveaux avec nous ce soir que Joanne est psychologue, bien sûr. Elle est auteure et elle est aussi conférencière et beaucoup d'autres choses. Elle a consacré la majeure partie de sa vie à tout ce qui touche le deuil au sens direct et au sens large, à l'accompagnement. Et on a la chance depuis 5 ans maintenant, un peu plus, au Repos Saint-François d'Assise, et maintenant via InfoDeuil, de l'avoir comme collaboratrice très précieuse. Alors, je l'en remercie encore et je lui cède rapidement la parole pour qu'elle puisse vous présenter notre invité de ce soir. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et je vous retrouve à la fin pour la période de questions. Un simple petit rappel, si jamais vous nous perdez au cours de la soirée, vous devez rafraîchir la page, là. Donc, vous allez en haut et aux côtés là, du titre là, du nom de notre site InfoDeuil, vous pouvez rafraîchir là, votre appareil pour faire en sorte que vous allez nous retrouver. Si vous avez un problème et que ça ne fonctionne pas, vous avez à gauche un espace dialogue, chat. Donc, vous pouvez inscrire là, ce qui ne va pas là et on a un technicien avec nous qui essaiera de vous aider. Alors voilà, c'est assez de mon côté. Je cède la parole à Joanne. Bonsoir, Joanne. Bonsoir, Alain. Et moi aussi, je tiens à te remercier de permettre ces soirées qui sont finalement un moyen extraordinaire de nous rassembler et d'avoir des invités qui viennent de différents horizons et qui vont nous parler de maintes sujets. Et Philippe Laperle, ce soir, j'ai beaucoup hâte, très hâte d'abord de vous le présenter, de l'écouter, d'échanger avec lui et de vous entendre, j'espère, nous poser et lui poser des questions. Et je vous salue tout le monde à l'écoute, ceux et celles qui se branchent avec nous, ceux et celles qui nous suivent à chaque mois et les nouvelles personnes qui viennent de se joindre à nous. Je vais vous souhaiter aussi une très belle soirée. Ça me fait un grand plaisir de présenter Philippe Laperle, qui est candidat au doctorat en psychologie à l'Université de Montréal. Il est membre du réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie et du Centre de recherche et d'intervention sur le suicide. Ses travaux de thèse doctorale portent sur les deuils dans les contextes d'aide médicale à mourir et dans des contextes naturels accompagnés par des soins palliatifs. Le titre, il est très fort ce titre et puis on a hâte de le décoder, de le décortiquer. Quand Philippe m'a proposé ce titre, je l'ai aimé parce que les 3 petits points, on va poursuivre. Tu as pris rendez-vous avec la mort, 3 petits points. Et moi,
que m'en restera-t-il? On n'a pas beaucoup entendu parler, en tout cas à travers nos soirées, de l'aide médicale à mourir. C'est une occasion incroyable d'avoir un chercheur et d'avoir un clinicien qui rencontre des personnes pour les écouter et comprendre leur expérience de deuil. Alors, Philippe, merci d'être avec nous ce soir. Et puis, peut-être pour continuer un petit peu cette présentation, on va fleurir le jardin que je voudrais vraiment développer parce que on est au printemps et ça va faire du bien de cueillir vos propos. Alors, Jean-Philippe, on vous écoute. Dites-nous d'emblée ce que vous aimeriez nous adresser ce soir. Tout d'abord, j'aimerais commencer en vous remerciant. Vous, Joanne, et l'équipe du Repos Saint-François d'Assise pour l'invitation. Je suis fébrile à l'idée de pouvoir échanger sur un sujet qui me passionne, mais me touche aussi profondément. D'avoir travaillé sur ce sujet-là, maintenant, ça fait, je dirais, plus de 4 ans. Mais évidemment, les questions entourant la mort, la souffrance, le deuil, l'accompagnement de la fin de vie m'intéressent depuis plus longtemps encore. Donc, d'avoir cette opportunité-là de vous partager mes réflexions, qui sont encore des réflexions préliminaires, qui sont en construction, partager le récit de ces personnes que j'ai eu la chance de rencontrer, ces endeuillés qui ont accepté très généreusement de s'ouvrir à moi, de me partager un petit aperçu de leur parcours, de leur histoire de deuil. D'ailleurs, il y en a peut-être qui sont présents, qui sait, et je les salue, je les remercie encore une fois. Donc, je tenais à commencer en disant ça, que c'est très important pour moi de pouvoir faire honneur à ces témoignages-là du mieux que je peux. Donc, j'espère que je vais y parvenir là, au courant de la soirée. Je pourrais peut-être dire quelques mots sur moi pour que justement les personnes à l'écoute aient une idée de qui est cette personne qui vient leur parler de deuil en contexte d'aide médicale à mourir. Donc, comme vous l'avez dit, Joanne, je suis candidat au doctorat en psychologie à l'Université de Montréal. Je suis aussi clinicien en formation. Donc, je travaille présentement en bureau privé et je reçois d'ailleurs des endeuillés. C'est une expérience qui me transforme peu à peu de pouvoir les accompagner. Et je dirais que mon amour de l'accompagnement du deuil, de la fin de vie, remonte à mes expériences en tant que bénévole en soins palliatifs, où j'ai vraiment pu côtoyer de près, oui, la souffrance, je dirais la souffrance dans ce qu'elle a de plus brut et difficile, mais aussi le beau, la résilience, de pouvoir côtoyer ces grands malades-là qui faisaient leur dernier au revoir et les familles. Donc, ça m'a en fait donné envie de poursuivre, autant en recherche qu'en clinique. Et c'est devenu un peu une vocation, un voyage que j'espère pouvoir poursuivre encore bien des années, étant donné que je suis en début de parcours professionnel, mais aussi en début de parcours personnel aussi. Donc, je demeure en construction. Au-delà de tout l'aspect professionnel, de tout l'aspect académique, j'ajouterais que sur le plan personnel aussi, j'apprends à côtoyer le deuil de près. J'ai eu dans mon propre entourage des proches qui ont perdu quelqu'un par aide médicale à mourir. Donc, encore une fois, j'espère qu'aujourd'hui, en pouvant parler de cette expérience-là, je vais pouvoir faire honneur aussi à l'expérience de ces personnes-là qui sont très importantes pour moi. Donc, on dirait que je mettrais la table de cette façon-là. Il y a tous ces éléments-là qui m'habitent, des éléments professionnels, personnels, qui influencent ma réflexion. Alors voilà, je dirais. Merci, quelle belle introduction, quelle précision qui nous aide
à vraiment mieux vous connaître et à entendre l'amour que vous éprouvez pour les personnes, finalement, hein, qui se confient à vous. J'avais envie de vous poser donc une première question importante, qui me semble importante. Aimeriez-vous nous parler des particularités de ce deuil après l'aide médicale à mourir? C'est une grande question. Je pense que c'est une question qui n'a pas de fond, qu'on va pouvoir se reposer à maintes et maintes reprises. Il y a déjà plusieurs chercheurs, plusieurs cliniciens à travers le monde qui se sont posés cette question-là. Je résumerai, avant de rentrer, disons, plus dans le détail, dans le vif du sujet, les particularités du deuil en contexte d'aide médicale à mourir avec un mot. Et ce mot-là, pour moi, c'est tension. Donc, comment composer avec des tensions? On en entend parler beaucoup dans les médias, on a entendu parler beaucoup de l'aide médicale à mourir. On voit à quel point c'est un sujet qui polarise. Autant on peut retrouver des individus qui vont se faire les porte-étendards de cette cause-là, ils vont vouloir la défendre vraiment bec et ongle. Autant on peut retrouver des individus, au contraire, qui se questionnent davantage sur les implications de ce nouveau soin de fin de vie-là, étant donné que c'est comme ça qu'on le nomme dans la loi, pour nos communautés et justement pour les endeuillés, qui sont, je dirais, jusqu'ici restés assez dans l'ombre. On parlait beaucoup de la personne elle-même qui reçoit l'aide médicale à mourir, mais peu de ceux qui survivent à cette personne-là, qui restent par après, qu'on a présenté en fait un peu en, je dirais, autour. Donc, on reste, il reste un peu dans l'ombre. Donc, c'est un peu parfois les oubliés de ce phénomène-là de l'aide médicale à mourir. Et j'ai l'impression que ces tensions-là, du moins à la lumière là, de mes premières réflexions de recherche, se reflètent aussi à l'intérieur des endeuillés. Donc, on va retrouver dans leurs expériences une complexité et une palette de nuances, une palette impressionnante d'empreintes, d'images, de souvenirs, d'émotions, qui vont vraiment des couleurs les plus douces, les plus réconfortantes, apaisantes. Ça peut être un très beau souvenir, mais parfois des couleurs aussi beaucoup plus ambiguës, amères, sombres, même, j'irais même jusqu'à tragiques. Donc, pour reprendre d'ailleurs les termes d'une de mes participantes qui disait qu'il y a quelque chose de tragique dans cet événement-là. Donc, j'irai avec ce mot-là, tension, qui vraiment va se refléter à différents moments de l'expérience de l'aide médicale à mourir, que ce soit la préparation, donc cette fameuse attente avant notre rendez-vous avec la mort, et ensuite au moment de cette séparation-là, et aussi au moment d'assister même à la mort en soi, qui est quelque chose de très, très, très particulier, de se retrouver aux côtés d'une personne qu'on aime profondément et de le voir partir devant soi. Donc, il y a vraiment des tensions qui se dessinent. Évidemment, ça varie d'une personne à une autre, là. Je tiens vraiment à préciser que ces tensions-là se dessinent différemment selon les individus. Mais dans l'ensemble, il y a cette complexité-là qui se retrouve dans ce deuil-là qui n'est vraiment pas monolithique, là. Donc, j'irai avec ce mot-là. Et peut-être que je peux te donner davantage de détails par rapport Oui, à ces absolument. tensions-là. Oui, il me vient des questions aussi, Oui. mais peut-être qu'on a beaucoup de choses de votre côté à découvrir en vous écoutant, parce que finalement, mes questions sont-elles à ce moment-ci de Mhm. notre rencontre pertinentes. Mais pendant que vous parliez, je voyais, Philippe, à la fois des personnes qui ont assisté, des proches, et je voyais des proches
une manière de dire dans le corridor, qui attendent que quelqu'un sorte de la chambre où la porte est close. Et peut-être vous allez nous parler de ça plus tard. Je ne voulais pas devancer, mais ça doit faire partie des complexités ou des tensions pour celui ou celle qui est vraiment à proximité du mourant et pour ceux et celles qui sont non loin du mourant et pour ceux et celles qui sont plus loin, parce que j'ai eu des récits parfois où une personne avait été appelée au travail pour dire « ça y est, c'est fait ». Alors, il y a toutes sortes de façons, on dirait. Pour ceux qui sont en effet plus loin, qui font par exemple le choix de ne pas assister à l'aide médicale à mourir ou parfois dans certaines situations aussi qui n'ont pas été informés, donc qui ont été tenus à l'écart de ce processus décisionnel-là et de l'acte même d'aide médicale à mourir. Donc, on a vraiment des personnes, en effet, qui sont plus loin. Et souvent, ils sont plus loin de la recherche aussi, malheureusement. Donc, je dirais qu'en grande majorité, les personnes que j'ai rencontrées ont assisté à la mort, vivaient toutes sortes d'expériences par rapport à ça, mais ont fait le choix d'assister. Je dirais même qu'il y avait une forme chez ces personnes-là de devoir. C'est un devoir d'être là pour mon proche, même si une partie de moi ne veut pas être là. Donc, ça va être plus difficile pour moi, là, en toute transparence, de pouvoir parler je ne voudrais pas mettre non plus des mots dans la bouche de ces personnes-là que je n'ai pas eu la chance de rencontrer, malheureusement. Bien sûr, oui. Alors, je vais vous laisser continuer un petit peu avec les complexités où on a l'impression, on se demande, est-ce que c'est plus difficile finalement de vivre un deuil de cette façon-là? Il y a des personnes, moi aussi, qui m'ont donné des récits de leur expérience et j'ai vu que ça variait beaucoup. Pour, je ne sais pas, de votre côté, on va voir si Oui. vous avez plutôt comment dire, des réactions qui se ressemblent et s'apparentent, ou bien elles se distinguent vraiment, c'est très varié. Mais ça, j'aimerais entendre ça. Il y en a qui ont dit, puis on l'a écrit dans l'affiche, il y en a qui ont dit que c'était traumatisant ou traumatique, et puis d'autres ont dit c'était grandiose. Alors, c'est vraiment très varié. C'est peut-être ça aussi que vous découvrez. Tout à fait. Et j'aurais envie qu'on sorte en fait de cette distinction qu'on tente de faire entre c'est difficile ou c'est facile. Ce n'est pas nécessairement plus difficile et c'est pas nécessairement plus facile. Et je vous disais, bon, j'ai eu la chance de faire passer des questionnaires j'ai rencontré des endeuillés en entrevue, donc on développe une connaissance beaucoup plus fine de leur expérience, mais j'ai fait passer aussi des questionnaires sur le deuil à bien davantage d'endeuillés, donc pour aller toucher plus de personnes. Et ce qui ressort, c'est que c'est ni plus difficile ni plus facile qu'une mort dite naturelle, mais si on se permet justement d'aller plus en profondeur dans ces expériences-là, c'est là en effet que, comme vous dites, Joanne, on voit un continuum, une palette d'expériences qui vont, oui, du grandiose, d'un événement, un souvenir très beau, réconfortant qui arrivait à point, au bon moment, dans un processus, une trajectoire de maladie, une trajectoire de fin de vie pleinement accomplie, achevée. Donc, on a ce sentiment-là chez certains endeuillés que l'aide médicale à mourir, en fait, ne change pas grand-chose à la réalité de leur parcours et à la réalité de leur deuil non plus. Et au contraire, ça leur laisse avec un souvenir, une image qui m'est venue au moment d'analyser ces résultats-là, c'est l'image du héros. Ça les laisse avec le souvenir d'un héros courageux jusqu'à la toute fin. Donc, un héros qui est demeuré en contrôle de sa vie, même qui a défié la mort, ou qui, au contraire, a décidé de
de s'abandonner volontairement à cette mort-là. Un héros qui est resté lucide. Et derrière ce mot-là, lucide, là, il y a beaucoup, beaucoup de symbolique. Donc, de rester lui-même jusqu'à la toute fin. Donc, on ne l'a pas vu dépérir, on l'a vu avec ce sourire-là jusqu'au moment même de recevoir son injection, peut-être. Mhm. Donc, il y a tout cet imaginaire-là autour du héros courageux, fort. Euh, J'aime concevoir le deuil comme des empreintes, des images qu'on garde de la personne avant le décès ou qu'on garde des circonstances, dans le cas présent de l'aide médicale à mourir. Donc, il y a cette empreinte-là du héros. Mhm. Mais à l'inverse, ou de l'autre côté du continuum, j'ai des endeuillés qui ont cette image-là du héros, mais restent plutôt avec l'empreinte du héros qui les a laissés tomber ou les a laissés derrière. Donc, un héros qui est un géant, qui est immense, qui est si beau et qui a été si beau jusqu'à la toute fin. Et même tellement beau jusqu'à la toute fin qu'il y a quelque chose d'absurde de le voir partir alors qu'il est au sommet. Et ça, même si rationnellement, avec notre tête, on comprend émotionnellement, psychologiquement, j'ai une participante qui m'a dit mon cœur n'était pas rendu là. Et ça, pour moi, ça l'illustre à merveille à quel point aussi parfois il y a cette asynchronie-là. Donc, où les rythmes, ça ne va pas ensemble. Euh, le grand malade, celui qui va recevoir l'aide médicale à mourir, est rendu quelque part et nous, on n'est pas tout à fait là. Donc, il y en a qui vont me dire et répéter à quel point ça va trop vite. Tout ça va trop vite, ça accélère un processus qui, dans d'autres circonstances, se ferait peut-être de façon plus naturelle, naturelle entre guillemets, évidemment. Euh, et même parfois, ça ne va pas assez vite. Donc, quand on a cette date-là, de savoir que la date arrive, tout va trop vite, mais en même temps, on alterne et ça devient agonisant d'être dans cette attente-là avec cette espèce de chronomètre-là qui est sur notre tête, cette omniprésence-là du temps. Oui. Euh, On donc, il y a parle, aussi. on parle présentement, Philippe, euh, d'une tension pour les deux, c'est-à-dire celui qui va mourir quand il y a sa date, est-ce qu'il n'est pas un peu plus détendu? Et quand les proches attendent la date et l'heure du rendez-vous, là, ça crée vraiment une tension. C'est là le décalage, peut-être? Et, en effet, cette espèce de sérénité-là que certains endeuillés constatent chez leurs proches, une, une sérénité qui est tellement totale à certains égards qu'on a l'impression, le proche soudainement a un regain de vie, un regain d'énergie, la personne, je veux dire, qui va demander l'aide médicale à mourir, un regain de vie, d'énergie. Euh, c'est comme si soudainement elle était plus malade ou en souffrance, elle se met à sourire, à reprendre goût à la vie. Et il y a quelque chose qui est difficile à saisir, de voir ça se produire devant nos yeux. Et là, on se dit, waouh, cette personne-là doit mourir demain matin ou doit mourir dans quelques heures, dans quelques minutes. La souffrance intolérable, elle est où? Où est-elle passée? Donc, s'il est capable de retrouver cette énergie-là, ben, peut-être qu'il pourrait rester avec nous encore quelques jours, quelques heures. Donc, ça, c'est le cœur qui parle. Oui. Parce qu'avec la tête, ce que beaucoup d'endeuillés vont dire justement, c'est je comprends, j'y crois, mais en même temps, je ne comprends pas. En même temps, je n'arrive pas à pleinement saisir, je ne peux pas m'empêcher de vivre ces tensions-là. J'ai de la difficulté à me retrouver près de l'endeuillé, donc pardon, près de celui qui va recevoir l'aide médicale à mourir. On est loin, jamais Oui. exactement au même point. Non, sur deux rives bien différentes, complètement. Oui, c'est intéressant d'entendre le mot héros, hein, euh, que les peut-être endeuillés verraient celui qui demande et qui obtient et que l'on voit partir de cette façon
devient un héros. On ne l'entend pas, ça, chez celui qui va mourir, par exemple, aux soins palliatifs, avec une mort, je ne sais pas si on dit, pour faire la différence, naturelle, là, une mort jusqu'au bout, qui va venir naturellement. Mais c'est curieux, hein, en tout cas, à ma connaissance, on n'a pas dit de mon frère, de ma soeur, de ma mère, de mon père, qui a beaucoup souffert, mais qui a été capable, disons-le comme ça, disons, d'emprunter cette route jusqu'au bout. On ne dira pas de lui un héros, hein, n'est-ce pas? Vous l'avez entendu aussi de l'autre côté? Oui, et c'est ce qu'il y a d'intéressant, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer aussi, évidemment à travers mon parcours, mais spécifiquement dans le cadre de ma thèse de doctorat, des endeuillés en contexte, oui, de mort naturelle ou qui n'a pas été provoquée par une intervention médicale. Et non, cette image-là du, du héros, ou moins, bon, c'est moi qui la nomme comme telle, mais toutes ces caractéristiques-là qui font l'image du héros, non, ne ressort pas dans le discours. Euh, on dirait qu'il y a quelque chose de plus graduel, de plus progressif, où oui, on voit l'autre, comment dire, j'aime dire la lumière qui continue de percer à travers les nuages, mais en même temps, on le voit aussi se transformer. On le voit, oui, se dépérir. Je pense qu'il faut le dire, il ne faut pas avoir peur des mots, euh, mais certains endeuillés en contexte de mort naturelle vont me dire que ce dépérissement-là leur permet aussi de faire ce travail-là d'acceptation de la mort à venir, euh, peut-être de le faciliter dans une certaine mesure. Évidemment, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Je tiens toujours à relativiser, à mettre des nuances sur ça, mais il y a quelque chose qui, encore une fois, est comme plus facile, peut-être émotionnellement, du moins, de, pour approcher, approcher la mort, peut-être l'apprivoiser davantage, alors que en contexte d'aide médicale à mourir, il y a quelque chose de plus, justement, qui vient peut-être interrompre ou couper ou qui vient nous mettre l'effectivité de la mort, j'aime dire, en pleine face. Oui, Euh, donc, voilà, oui. oui, oui. Euh, Quand d'abord, vous avez rencontré un certain nombre de personnes, vous avez en tête le nombre que vous pourriez nous dire ou nous donner une idée du nombre de personnes qui ont participé à la recherche? Oui. Euh, En entrevue, j'ai rencontré 8 endeuillés en contexte d'aide médicale à mourir, Oui, 8 endeuillés en contexte de mort naturelle. Et la oui, recherche dans son ensemble, c'est une soixantaine oui, d'endeuillés qui ont oui, participé. oui, Euh, donc, qui ont accepté de remplir des questionnaires, de partager leur expérience dans une certaine mesure. oui. Vous leur accordez un temps nécessaire, 1 heure, 1h30, je ne sais pas. Oui, c'est souvent bien davantage qu'une heure. On est très près d'1h30 à chaque fois. C'est une expérience. On sent ce besoin-là de se raconter. Oui, Euh, de raconter aussi, dans les cas d'aide médicale à mourir, toutes les procédures, tout ce qui entoure l'aide médicale à mourir prend beaucoup de place aussi dans l'expérience. Évidemment, il y a il y a d'autres éléments qui sont communs à tous deux et qui prennent énormément de place. Et moi, en entrevue, je veux accorder de l'importance euh, à ça aussi. Donc, oui. parfois, ça fait des entrevues où on se permet d'aller ailleurs, de sortir de l'aide médicale à mourir et de parler de Mhm. l'être cher qui a été perdu, point, et de la relation et de ses dynamiques. Oui. Pensez-vous que ça influence les êtres endeuillés, à savoir, ah mon Dieu, j'en ai vécu une expérience forte et si elle est positive, c'est ce que j'aimerais pour ma propre mort. Et si elle est plus difficile à vivre, ça vient valider leur décision de ne pas mettre la mort au rendez-vous
à une heure fixe? C'est évidemment nos propres choix de fin de vie sont influencés par une palette impressionnante de facteurs, de circonstances. Euh, mais oui, c'est quelque chose qui ressort dans leur discours euh, quand l'aide médicale à mourir est vécue comme un événement très positif. J'irais même jusqu'à dire très inspirant. Cette fameuse image-là du héros, c'est quelque chose qui inspire, euh, qui donne l'impression de pouvoir justement se soustraire d'une certaine façon à la mort ou à son effet plus pernicieux, à la souffrance qu'elle peut incarner, à cette angoisse-là de mort-là. Donc, oui, ça revient dans le discours, cette idée-là de moi aussi. Je veux l'aide médicale à mourir ou je souhaite ça pour mes proches. Et il y a même un discours qui peut s'installer de j'ai peur que mes proches ou que moi-même, je n'ai pas accès à l'aide médicale à mourir et de décéder dans d'autres circonstances. Et comme vous le dites, Joanne, à l'inverse, ceux pour qui l'expérience est plus difficile, j'ai une de mes participantes en particulier qui m'a dit, cette phrase-là me saisit beaucoup, moi je crois à l'aide médicale à mourir, je suis pour l'aide médicale à mourir, mais j'haïs ça. Donc, la haine, c'est un mot très fort. Et de dire, je souhaite ne plus jamais avoir à revivre cela, ne plus jamais avoir à accompagner quelqu'un, mais dans le même souffle, elle nous dit qu'elle y croit, qu'elle est pour, qu'elle le souhaite pour elle-même, mais ne veut plus en accompagner. Donc, on voit à quel point aussi ces tensions-là reviennent. Que dans un même souffle, on peut dire quelque chose de très beau et exprimer quelque chose de très difficile et que ça se promène. Ça se promène à l'intérieur de nous-mêmes. Oui. On dirait, puis je vais l'exprimer comme ça, si quelqu'un se détériore, dépérit, hein, quand il meurt devant nous, il est vraiment mort. L'autre personne qui reste intacte, si on peut dire, ou presque dans son corps, ou qui n'est pas tourmentée, on dirait, il ou elle n'est pas tout à fait mort. Et je ne sais pas si je me trompe, mais c'est comme si d'avoir vu jusqu'à la fin comment un corps peut se comporter avec les douleurs, puis la maigreur et tout, et de voir que l'autre est intact, il y a quelque chose de difficile à intégrer au niveau de la mort. Pour moi, le mot héros voudrait dire que ça vienne de vous ou d'autres. Je trouve ça tellement intéressant parce que c'est comme le heroship, le héros du survivant, l'héroïsme. Quelqu'un qui survit se sent héros pendant les quelques semaines qui suivent, mais c'est pas long qu'il revient sur la terre. Mais en fait, j'ai plusieurs questions en même temps. Est-ce que vous avez entendu dire une personne qui avait vraiment chronométré la mort et puis c'est à cette heure-là que j'aimerais que ça se passe? Est-ce que des familles vous ont dit à la dernière minute, il a changé d'idée? Est-ce que quelqu'un a été témoin de ça dans les familles? Je n'ai pas eu des témoignages de quelqu'un qui, à la dernière minute, a changé d'idée. Par exemple, c'est des angoisses, des anxiétés qui sont exprimées par les proches. Puis une anxiété qui atteint son paroxysme au moment même où on est dans cette salle-là, que ce soit à l'hôpital ou à domicile, dans la chambre de la personne, et qui pourrait avoir ce revirement de situation-là qui viendrait complètement les bouleverser dans leur processus de préparation à la perte, étant donné qu'il y a, on le dit tout à l'heure, il y a quelque chose d'insoutenable dans cette fameuse attente-là, une fois que le rendez-vous est pris, puis il ne nous reste qu'à attendre, et que là, finalement, il y a un revirement de situation qui se produise. C'est une anxiété importante pour les proches, qui est documentée ailleurs aussi, dans d'autres études à travers le monde. Oui. Mais je n'ai pas côtoyé d'endeuillés qui ont vu quelqu'un qui a changé d'idée
et ça porte à réflexion, ça aussi. Donc, est-ce qu'il y en a beaucoup des grands malades qui font ce choix-là? Peut-être qu'à quelque part, cette réflexion est présente, mais l'image du héros est très forte aussi. Ça peut exercer une pression très forte aussi sur le choix jusqu'à la toute dernière seconde. Oui, oui, comme si, au fond, il devenait, à ses yeux, à lui, un survivant. Comme si, au fond, il est mort, mais c'est lui qui a choisi, bien sûr, mais il n'est pas tout à fait mort non plus dans sa tête parce qu'il part dans des circonstances un petit peu, euh, comment dire, exceptionnelles, quoi. Même si de plus en plus, je crois que les demandes sont là et puis les expériences se multiplient. Mm-hmm. Mais euh, chez les endeuillés que vous avez écoutés, il y a eu des personnes qui ont perdu un conjoint, euh, un enfant jeune adulte, euh, une sœur, un frère. Vous avez vu un peu tout ça ou vous avez remarqué que c'était surtout un conjoint qui demandait ça plutôt qu'un frère, une sœur? J'ai, j'ai vu un peu de tout ça, en effet, de conjoints, conjointes, grands-parents, euh, beaucoup aussi de parents, donc des enfants d'âge adulte qui vont perdre leur père ou leur mère par aide médicale à mourir. Euh, je- j'ai moins vu. En fait, en entrevue, je n'ai pas vu des parents qui ont perdu leur enfant. Donc, évidemment, on peut facilement imaginer la complexité, la couche qui s'ajoute parce qu'on ajoute ce fameux facteur-là de relation, cette proximité-là. Euh, Perdre un enfant vient s'ajouter à cette réalité-là de l'aide médicale à mourir. Et d'ailleurs, chez les couples, euh, j'ai rencontré le partenaire survivant. Souvent, l'expérience était difficile. Très, le après est très difficile. Cette, cette ce fameux moment où on assiste à cet acte qui est tellement beau et symbolisé comme tellement beau, et puis après, plus rien. Je, En l'espace de 3 injections, je me retrouve seul et ces couples, ces personnes qui ont perdu leur partenaire m'expriment de façon très saisissante à quel point ce vide-là s'installe par après et à quel point ils se sentent seuls aussi. C'est une procédure où on retourne, on remplit des documents administratifs, par après, il y a quelque chose de surhumain et on retourne chez soi. Oui, et C'est comme terminé. la vie continue, c'est Oui. terminé. Oui. Ah oui. Est-ce qu'on vous a parlé de l'attitude des soignants qui sont dans la chambre, j'imagine, une infirmière et un médecin? C'est ça, en général? Parfois, parfois, il y a davantage de personnes. Ça dépend des choix de la famille, ça dépend de la personne qui reçoit l'aide médicale à mourir. Mais oui, on m'a parlé du personnel soignant. Euh, Encore une fois, parfois, on m'en parle avec des mots immensément beaux. Donc, encore une fois, on reste dans cette idée-là que même les médecins, à certains égards, eux aussi, là, l'image du héros vient comme un peu se déposer. Donc, ça s'étend sur eux aussi. Donc, le héros qui nous permet de donner à notre père ou notre mère, mettre fin à ses souffrances. Donc, il y a ces médecins-là qui sont décrits comme des héros, mais les médecins qui se montrent, disons, plus réticents ou nuancés. J'ai des témoignages donc, vous savez, dans l'aide médicale à mourir, il faut recevoir l'aval de 2 médecins. Oui. Donc, un médecin qui refuse la demande, donc juge qu'elle ne répond pas aux critères. Euh, donc là, le médecin, c'est plus le héros qu'on a, c'est le tortionnaire. Et je reprends les mots
qu'on m'a dit. Donc, cette image-là du professionnel de la santé qui devient comme un tortionnaire, qui fait souffrir notre proche. Donc là, notre héros, il devient un peu comme un héros torturé. Oui. Et c'est une image très difficile à porter. Et je peux vous dire, en entrevue, quand j'ai rencontré ces personnes-là, il y a toute cette reviviscence-là aussi. Quand on en parle, on le revit au présent. Quand on parlait d'éléments peut-être plus traumatiques, là est un exemple. Ces images-là nous ramènent dans les émotions, nous ramènent dans ces images-là. Donc, on peut voir à quel point, encore une fois, ça peut être très polarisé. Si vous me dites oui, vous êtes mon héros. Si vous me dites non, vous êtes mon tortionnaire. Oui. Et dans cette recherche, au fond, vous cherchez justement à comprendre comment vit la personne en deuil à la suite de l'aide médicale à mourir de son proche. Vous cherchez à voir si... parce que là, ce qu'on est en train de dire, au fond, Philippe, on est en train de dire, il y a de tout. On peut retrouver ça et son contraire. Alors, dans la recherche, on va faire ressortir ce qui est très différent, peut-être, non? Oui, oui, tout à fait. On cherche à voir, par exemple, la question que vous vous posez dans votre recherche. Oui, ma question, en fait, est de décrire et comprendre le deuil en contexte d'aide médicale à mourir. Et je pense que cette question-là devrait être reformulée pour dire comprendre les deuils en contexte d'aide médicale à mourir. Parce que je pense qu'il y a quelque chose à retenir qui nous permettrait peut-être de sortir un peu de ce débat-là de c'est bon ou c'est mauvais. C'est que c'est un peu des deux à certains égards. Pour certains individus et à l'intérieur d'une même personne, il y a du très beau et il y a du très, très difficile aussi. On Donc, n'a pas envie de catégoriser, on a envie d'explorer ce que les gens vivent. tout à fait. Oui, Et de un peu tout ça, oui. oui. Et je dirais, c'est important d'explorer. Je pense que la plus grande erreur qu'on pourrait faire, c'est d'assumer des choses. Donc, ce que m'ont appris ces personnes-là, c'est qu'il y a une palette impressionnante de souvenirs, d'images, du grand héros au héros torturé, celui qui m'a abandonné. Donc, pour bien accueillir ou soutenir un endeuillé, il faut aller à sa rencontre. Il faut lui demander tout simplement, il faut identifier, il faut déterminer c'est quoi ces empreintes-là. Quel est le deuil, ce deuil unique-là qu'on a en face de nous? Et parfois, c'est très beau, parfois, c'est très difficile. Et le seul moyen de le savoir avec certitude, c'est d'aller à la rencontre de cette personne-là. Il n'y a pas d'autre chemin. Oui. Un peu comme dans tous les deuils, au fond, hein, on n'est pas capable d'arriver à dire oui, on va juste rencontrer toutes les nuances et toutes les ambivalences et tout ce qui est bon et moins bon pour un, mais très bon pour l'autre. Et on constate. Maintenant, je ne sais pas comment formuler ma question, mais ces personnes en fin de vie qui avaient décidé de recourir à l'aide médicale à mourir, en général, savez-vous si nécessairement là, en contexte de COVID, c'est plus difficile peut-être à découvrir, mais est-ce qu'on demande en général surtout pas de funérailles ou surtout pas de rites funéraires? Est-ce que ça se fait un peu comme la mort est passée un peu sans trop se faire voir? Et puis après, on ne va pas non plus avoir des funérailles comme on l'entend la plupart du temps, parler de la vie de cette personne, parler de sa mort. Est-ce que vous savez s'il y a une différence?
si je me fie aux témoignages que j'ai entendus et à ce que je sais de ce qui est écrit sur le sujet, euh, oui, il y a ces rites-là. Et je dirais même qu'il est davantage étendu, en ce sens que l'acte même, le rendez-vous à la mort, devient lui-même une opportunité de créer un rite ou une forme de célébration qui prennent toutes sortes de couleurs, parfois de la fête, carrément, où on amène des ballons et des sacs de chips et on prépare comme ce fameux dernier repas-là ou ce dernier moment-là. Donc, on crée un rite. Il peut y avoir des échanges, des gens qui disent certaines choses. Euh, un rite, moi, autour de l'aide médicale à mourir qui vraiment m'a rentré dedans. Je vais le dire vraiment tel quel. C'est la fameuse attente dans le couloir où chacun, tour à tour, va faire ses adieux à la personne qui demande l'aide médicale à mourir. Donc, chacun y va, on sort, c'est au tour du prochain, puis on sort. Et quand tout le monde a fait ses adieux, eh bien, bon, on se réunit autour du lit et puis là, on donne la mort. Mais d'entendre un endeuillé me parler de ce moment-là où il était assis au sol, dans le couloir, à attendre avec toutes sortes d'émotions ce moment-là, Mm. c'est particulier. Oui. Et, et par après, donc, il y a quand même des formes de cérémonies qui sont organisées, des cérémonies qui ne sont parfois pas religieuses, parfois religieuses aussi. Euh, donc, ça est encore présent, oui, les rites Mhm. funéraires aussi. Mhm. On va bientôt prendre des questions parce que je sais que les gens qui nous écoutent doivent avoir vraiment beaucoup de questions à vous poser, Philippe. Avant qu'on termine ce petit segment, est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose que je ne vous ai pas posé ou qui serait important à dire, ou bien on va attendre les questions et les commentaires, puis on gardera le mot de la fin? Qu'est-ce que vous aimeriez? Je dirais peut-être un petit dernier point euh, qui concerne pour moi le soutien, justement, comment soutenir ces familles-là. Euh, Évidemment, dans le deuil, il y a des choses qu'on ne réinvente pas, comme on parlait justement d'aller vers l'autre, d'écouter son récit sans jugement ou rentrer dans un débat idéologique sur l'aide médicale à mourir. C'est la dernière chose dont ils ont besoin. Oui. Euh, mais au moment de l'accompagnement de ces familles-là, euh, l'aide médicale à mourir en ce moment, ce qui ressort, c'est que c'est très accompagné de façon médicale. Donc, où on met de l'avant l'autonomie individuelle, le droit du patient, qui sont des choses importantes, mais la famille demeure exclue de ce processus-là, alors que, disons, dans l'approche palliative Oui, idéale, la famille est aussi importante, voilà. celui qui va mourir. Donc, j'ai l'impression que ce serait important de revenir à une éthique ou une approche plus relationnelle, Oui. d'aller à la rencontre de ces gens-là, de les intégrer dans le processus décisionnel, étant donné qu'elles en font déjà partie. Ça Mhm. serait réducteur de considérer que celui qui va mourir est dans une réalité seul par lui-même. Il Mhm. évolue dans un système Mhm. et à partir du moment qu'il fait bouger une pièce de ce système-là, ben, toutes les autres pièces sont en réaction et doivent trouver un nouvel équilibre. Donc, je tenais à dire ça, que j'ai l'impression que c'est important de revenir peut-être à ce discours-là plus relationnel, plus dynamique, contextuel, et non seulement euh, qui met de l'avant l'autonomie individuelle et le mourant seulement. Bien sûr, c'est une remarque fort importante et je me disais aussi que lorsque une famille sort de la chambre, j'espère que quelqu'un irait les rencontrer pour dire venez, venez, on va s'installer ici et puis parlez-moi de ce que vous venez de vivre. Il ne faut pas les laisser partir parce que j'ai entendu tellement de gens me dire on nous laisse partir sans rien nous expliquer, sans rien nous dire.
au revoir, c'est fait, bonne chance. Et personne n'est là pour faire déjà peut-être un petit premier tour de piste sur ce qui s'est vécu pour eux avant de rentrer en taxi à la maison. Oui. Enfin, c'est ce que j'espère qu'on aura dans nos systèmes, des systèmes d'accueil des endeuillés sur place après cet événement qui n'est pas banal. Oui, écoute, on pourrait parler, n'est-ce pas, Philippe, une journée de temps, puis je connais votre passion et vous êtes tellement intéressant à écouter, puis je sais que vous avez beaucoup à nous dire. On va donner la chance aux gens ce soir qui sont avec nous et je vais demander peut-être à Élise ou à Alain si on a déjà une question, un commentaire pour Philippe. Oui, une première question pour vous, Philippe. Les gens nous demandent, dans le cadre de vos recherches, bon, vous avez rencontré des endeuillés. Est-ce que il y a eu un moment donné où on vous a demandé ou permis d'assister à l'acte de l'aide médicale à mourir de leurs proches? Euh, Pas dans le cadre de mes travaux de recherche. À l'époque où j'étais bénévole en soins palliatifs, j'avais accompagné un patient en fin de vie et sa conjointe qui m'ont proposé d'assister à l'aide médicale à mourir. Et en toute transparence, à l'époque, je me questionnais beaucoup sur ce que ça représentait, sur l'impact que ça pourrait avoir sur moi, sur ma place aussi, à leur côté dans cette chambre-là. Et j'ai préféré m'abstenir, tout en maintenant le lien avec la conjointe. Euh, je répondrai comme ça à la question. Donc, je n'ai pas assisté, mais j'ai quand même cette expérience-là qui, aujourd'hui encore, m'amène à réfléchir. Oui, Oui, beaucoup. oui. C'est très Est-ce que intime. selon, ouais, est-ce que selon les témoignages que vous avez reçus, les gens qui demandent l'aide médicale à mourir, est-ce qu'on pourrait dire qu'ils le font d'abord pour eux, pour eux-mêmes, ou pour leurs proches plutôt, ou pour les deux? C'est tellement une bonne question. Euh, J'aurais tendance à dire un peu des deux, parce que c'est ce qui ressort dans les témoignages. Euh, le côté qu'on le fait pour les proches, c'est cette fameuse peur-là qui continue de faire des ravages aussi dans nos sociétés, d'être un fardeau. Donc, que nous soyons trop lourds à porter pour l'autre, que l'autre ait à nous voir dépérir. Donc, on veut protéger l'autre de ce fardeau-là. Et évidemment, il y a le côté qui ressort, je dirais, peut-être davantage quand même que l'élément fardeau, où la souffrance est jugée intolérable et qu'il faut en terminer. Donc ça, cet élément-là qui ressort beaucoup dans le discours euh, des personnes qui demandent l'aide médicale à mourir, qui m'est rapporté par leurs proches endeuillés. Mhm. Est-ce, est-ce que vous avez eu l'impression ou des témoignages en ce sens-là que c'est plus difficile pour un endeuillé de parler avec des proches ou des connaissances de ce qui est arrivé, plutôt que si la personne est décédée d'un cancer ou disons de façon plus, entre guillemets, naturelle? Est-ce que c'est plus difficile pour les gens qui perdent un proche avec l'aide médicale à mourir? Ça aussi, c'est une question intéressante parce qu'on n'en a pas parlé encore ce soir, mais c'est une question qu'énormément de personnes se posent. Euh, Chez mes participants, puis je dirais dans les résultats qui sortent présentement, étant donné que les travaux sur l'aide médicale à mourir, là, ça bourgeonne au Québec et au Canada, euh, on dirait que cette peur-là est moins présente. Euh, qu'on est dans un contexte où les gens, du moins, ont la perception que la société québécoise ou leur entourage est plutôt favorable à l'aide médicale à mourir. Donc, euh, moins de peur de parler de cette modalité-là de décès. Encore une fois, c'est à prendre avec des nuances, étant donné que bon, souvent ceux qu'on entend et qu'on rencontre font partie de groupes culturels ou ethniques majoritaires. Si on va dans des groupes culturels ou ethniques différents qui ont
un bagage de croyances et de valeurs qui est différent aussi, là, ça peut être plus difficile d'en parler dans leur communauté. Donc, il y a quand même ça qui ressort aussi par exemple, des gens qui sont dans des communautés religieuses très, très ferventes, qui vont avoir peur d'aller partager la modalité, c'est ce que c'est, le type de décès euh, avec leur communauté. Et la conséquence de ça, ben, bon, je fais un parallèle avec le deuil en contexte de suicide, eh bien, c'est le silence. Le silence qui s'abat sur l'endeuillé, donc la honte qui peut accompagner aussi cette expérience-là. Et puis, ben, un isolement social, affectif qui le prive de ce soutien-là qui est tellement important quand on est en deuil. Ben, vous voyez, c'est des nuances, mais il y en a plusieurs pour qui ça semble être moins un problème, ce contexte social-là. Mhm. On a une question plus technique. On nous demande quelle est la différence entre la sédation palliative et l'aide médicale à mourir. Hmm. Oui, une question technique, mais une question qui fait débat, qui est débattue dans la communauté scientifique, médicale largement. Euh, la différence technique, je vais vous la vulgariser comme suit. En cas de l'aide médicale à mourir, c'est plus direct. Donc, on va donner une série d'injections qui provoquent la mort. Donc, c'est vraiment cette injection-là et non, par exemple, le cancer dont était atteint la personne qui euh, vient provoquer la mort. Dans le cas d'une sédation palliative, l'objectif est d'endormir pour que les souffrances, justement, on cesse de les ressentir. Donc, la personne rentre peut-être dans une forme de coma où elle est encore en vie et elle va mourir éventuellement de sa maladie. Donc, c'est la maladie qui va provoquer la mort et non l'acte de sédation. Donc, la différence technique, elle est là. Il y a vraiment un acte médical, l'aide médicale à mourir, où on met fin volontairement à la vie, alors que ce n'est pas du tout l'objectif ni l'intention dans le cas de la sédation palliative. J'espère que ça résume bien. Oui, c'est très clair. Oui, c'est très clair. J'aurais une question vite, vite, en attendant qu'on nous en propose. Euh, j'ai entendu au moins une ou deux personnes me dire que le patient, celui qui va mourir par l'aide médicale à mourir, n'avait pas voulu que sa famille, ses proches soient informés. Alors, il serait mort avec le médecin, puis l'infirmière, sans que les proches soient invités ou soient avisés avant. Vous avez eu ces témoignages? Je n'ai pas eu ces témoignages-là, mais j'ai entendu des histoires aussi qui m'ont été rapportées par des collègues, des collègues cliniciens euh, qui ont vécu ces histoires-là et évidemment, on rentre dans des débats éthiques monstres, de dire l'équipe doit protéger le droit. Encore une fois, on parlait de l'autonomie individuelle, le secret, et d'avoir des familles qui débarquent sur un étage d'hôpital et réalisent, waouh, il n'est plus là. Comment ça se fait qu'il n'est plus là? Et là, bon, on parlait de tension. Moi, je peux facilement imaginer qu'un contexte comme celui-ci vient exacerber toutes ces tensions-là. On peut vivre la chose comme étant brusque en étant informé de l'aide médicale à mourir. Imaginez si on n'est pas informé. Oui. Donc là, il y a quelque chose de carrément violent pour Oui. le proche. Oui, ça doit être assez difficile dans ce sens-là. Alain, est-ce qu'on a d'autres? Alors, il y a quelqu'un, encore une fois, peut-être une question un peu plus technique qui est au niveau du don d'organes. On nous demande, savez-vous, ça se passe comment suite aux adieux, suite au départ, le don d'organes dans le cas de l'aide médicale à mourir? Je ne peux pas répondre à cette question-là. Malheureusement, je ne suis pas familier avec la pratique du don d'organes en contexte d'aide médicale à mourir. Je ne sais pas, peut-être que Joanne en a déjà entendu Je parler.
pas dans ce contexte, mais je sais que notre prochaine invitée va nous parler du don d'organes. Et je ne sais pas si elle saura nous le dire, si elle a eu des expériences qui lui ont été partagées de ce côté-là, mais la question est vraiment intéressante. Tout à fait. Tout à fait. Vraiment intéressante parce que est-ce que, en effet, ça se passe dans ces contextes-là aussi? Oui, je Et vais essayer aussi de m'informer sur le plan médical, là, si oui. ça s'est vécu. Oui. Je dirais peut-être, Joanne, je peux imaginer, on parlait beaucoup de l'image du héros, le don d'organes, peut-être qu'on en ajoute une couche aussi. Donc, déjà, on sait qu'avec le don d'organes, il y a cet imaginaire-là de justement offrir, donner en cadeau à l'autre. Alors là, peut-être que le héros est encore plus grand. Mais là, j'extrapole. J'extrapole. Ça a de l'allure comme réflexion quand même. Ça a de l'allure, hein? On nous Absolument. demande combien de temps s'écoule normalement entre le moment où on fait la demande pour recevoir l'aide médicale à mourir et le moment où l'acte se produit. On parle de jours, de semaines, de mois. Vous savez, Philippe, Oui. est-ce que vous avez entendu la question? Ah oui, je pense qu'on a juste eu une petite coupure de Oui, quelques il y a eu secondes. une petite D'accord. pause Bon. glaciale. Donc, je disais que le délai minimum est de 10 jours. Euh, donc, ensuite, il n'y a pas de délai maximum. Et c'est quelque chose que j'ai vu chez les endonnés que j'ai rencontrés. Et d'ailleurs, je participe aussi à d'autres projets de recherche où j'ai rencontré d'autres endeuillés aussi en contexte d'aide médicale à mourir. Donc, il y a ce qui revient, c'est parfois, on prend l'aide médicale à mourir, on signe les papiers de façon préventive. Donc là, le délai peut être en termes de mois. Donc, on a eu l'autorisation et on se dit, ben, quand je serai plus capable, eh bien, j'en ferai la demande. Euh, et là, bon, je prendrai rendez-vous avec la mort. Donc, le délai, je remarque du moins que ça commence à varier beaucoup, surtout avec ces personnes-là qui prennent l'aide médicale à mourir de façon préventive. Mais le minimum, ça reste 10 jours. Donc, on ne peut pas aller en deçà de 10 jours. Et même parfois, ça peut, je ne rentre pas dans le détail, mais ça peut créer des situations où on a quelqu'un qui doit recevoir l'aide médicale à mourir dans 10 jours, mais est sur le point de perdre sa capacité à consentir ou a des souffrances tellement intolérables qu'il dit je ne peux pas me rendre au bout du 10 jours. Donc là, on se retrouve dans des dilemmes de est-ce que justement je demande la sédation et je laisse tomber mon projet d'aide médicale à mourir. Euh, donc, plusieurs autres réflexions. Encore une fois, je pourrais en parler très, très, très longtemps. Mais voilà là, pour le délai. On a une réponse de quelqu'un probablement qui est impliqué là, dans le domaine médical qui nous dit que concernant le don d'organes, en fait, oui, c'est possible de le faire, mais bien sûr, il faut que le décès survienne à l'hôpital. Ah bon? Ce qui est... Maintenant, une question, je pense qu'il va nécessiter une bonne réponse. On nous dit, qu'est-ce qu'il y a de si grandiose à l'expérience du départ avec l'aide médicale à mourir? En effet, c'est une bonne question. Je, je vous rapporte beaucoup les propos de mes participants. Je pense que ce qu'il y a de grandiose, le mot qui revient beaucoup aussi au-delà de grandiose, c'est courage. Donc, on voit l'aide médicale à mourir comme un acte de courage. Là, après, évidemment, chacun de notre côté, on peut se demander personnellement, est-ce que je trouve ça courageux ou non, et arriver à notre propre conclusion. Mais il y a énormément d'endeuillés qui me disent que c'est courageux de prendre rendez-vous avec la mort. Et évidemment, d'une certaine façon, je pense on peut s'imaginer qu'il y a quelque chose de... Ça demande une certaine force, une certaine conviction de se dire, je vais me retrouver dans mon lit d'hôpital ou à domicile dans mon lit et je vais recevoir ces injections
ces injections-là. Et évidemment, j'ajouterais aussi tout le côté de vouloir partir comme soi. Donc, on est en plein contrôle, en pleine possession de nos moyens. On contrôle même jusqu'à la mort. C'est ce qu'on n'a jamais pu faire auparavant. Donc, l'aide médicale à mourir introduit quelque chose de très nouveau. Contrôler sa propre mort. Et je dirais que pour certaines personnes, eh bien, ça, c'est grandiose. Pour d'autres, tout un autre imaginaire, toute une autre symbolique. Peut-être que c'est pas grandiose et qu'au contraire, certaines personnes vont parler d'une certaine lâcheté. Mais là, je veux vraiment comme faire attention avec les mots aussi. Donc, encore une fois, c'est pour montrer qu'il y a ce continuum-là. Mhm. Mais est-ce que c'est foncièrement grandiose ou foncièrement autre chose? Je pense que la clé est encore une fois dans l'interprétation qu'on en fait. Donc, ce n'est pas l'acte d'aide médicale à mourir en soi qui est problématique ou grandiose, mais c'est le sens qu'on y donne. Oui. C'est la symbolique qu'on donne à cet acte-là qui le rend grandiose ou autre chose. On dirait un peu magique. Mhm. Il y a quelque chose de surréel, de magique, d'instantané. Alors, ça dure dans la chambre peut-être 10, 15 minutes où le personnel serait là avec quelques membres de la famille. Est-ce qu'on peut penser comme ça? Et après, la famille peut rester le temps nécessaire? Je- Encore une fois, ça varie énormément. Ça varie en fonction des familles, des milieux aussi, euh, d'un hôpital à l'autre. Et ensuite, ça varie en fonction, est-ce que c'est l'hôpital ou c'est à domicile? À domicile, c'est une toute autre histoire, étant donné qu'il y a une équipe aussi qui va venir chercher le corps par après, donc on reste avec le corps à la maison. Euh, Selon certains témoignages, il y a plusieurs qui me disent que l'équipe soignante, le médecin qui fait l'acte d'aide médicale à mourir, arrive vers la fin pour justement peut-être laisser davantage de place à la famille. Et moi, j'arrive dans les dernières minutes pour poser le geste et je me retire tranquillement par après pour vous laisser cet espace-là. Mhm. Donc, j'ai quand même plusieurs témoignages comme quoi la présence du personnel soignant est très courte. Wow. Euh, mais évidemment, il n'y a pas de prescription par rapport à ça. Il y a certaines familles qui ont développé un lien très particulier euh, avec le personnel, dont le médecin qui va donner l'aide médicale à mourir. Et donc, on peut facilement imaginer que ce médecin-là est là plus longtemps ou va assister même à ces fameuses cérémonies-là ou ces rites qui se donnent autour de l'acte d'aide médicale à mourir. Mhm. D'accord. Alain, je vois que l'heure avance. Est-ce qu'il resterait une ou deux questions ou si... Bon, ça fait pas mal le tour là, des questions qu'on avait. Oui. Donc, je tiens à te remercier, Joanne, et bien sûr, de remercier notre invité. C'est un sujet passionnant. Je pense qu'on aurait pu encore d'abord vous entendre, Philippe Laperle, et en discuter pendant longtemps. On Oui. aura sûrement la chance peut-être de récidiver à un moment donné. Comme c'est un sujet de grande actualité, eh bien, voilà. Alors, merci, merci à vous, Philippe Laperle. Merci, Joanne. Et Oui. merci à tous les gens qui ont été avec nous ce soir. Puis, on se retrouve très bientôt, début juin, Oui. pour la dernière soirée rencontre avant l'été, avant la pause estivale. Oui. J'aimerais dire un petit quelque chose avant qu'on se quitte. Alors, Philippe, moi aussi, je vous dis un très, très grand merci. J'aimerais souligner ce qui me frappe dans votre présentation. D'abord, votre respect, votre capacité, bien sûr, de nuancer, votre ouverture d'esprit pour l'accueil des personnes dans les contextes qui sont très variés. Et ça fait du bien de savoir que vous êtes là pour apporter, je dirais, euh, à, à ces personnes que vous avez rencontrées, mais plus tard, je vous visualise déjà comme
psychologue clinicien avec des personnes en deuil. Et je sais, comment le dire, vous saurez les accueillir avec vos connaissances et puis votre humanisme et la capacité aussi de ne pas juger tout ça, mais d'écouter, d'essayer de comprendre, de soutenir et d'accompagner. C'est fantastique et je suis très heureuse de vous avoir invité. Puis je me dis que ce n'est qu'un au revoir. On aura encore beaucoup à dire sur ce sujet et on se retrouvera. J'espère. Un merci très sincère à vous aussi. Je tiens quand même à en profiter pour dire en toute sincérité, grande transparence, authenticité, à quel point vous êtes une inspiration pour moi aussi, Joanne, en tant que psychologue clinicienne et moi, clinicien en devenir. Et de pouvoir échanger avec vous, puis avec toutes les personnes qui nous écoutent aussi, pour moi, c'est un privilège. C'est le mot qui me vient en tête, c'est un immense privilège. Et en tout cas, ça fait chaud au cœur quand ça circule comme ça entre nous. Et j'ai déjà dit ça à quelques stagiaires que j'ai eu l'honneur de superviser. Et j'étais sincère pour les quelques-uns à qui je l'ai dit, mais je le dis à vous avec toute ma sincérité. L'adage, quand l'étudiant dépasse le maître, quand le jeune clinicien dépasse les gens qui ont fait ça comme métier, c'est parce qu'on fait ensemble du beau travail. Oui. Et puis, j'espère d'avoir l'occasion de croiser encore et encore votre chemin. Ah, merci. J'espère aussi. À bientôt. Merci beaucoup. Et merci aux auditeurs. Merci pour vos questions qui sont précieuses, qui nous aident à poursuivre nos réflexions. Et n'oubliez pas, le prochain rendez-vous, c'est sur le deuil et le don d'organes. On va voir quelqu'un qui va nous en dire des choses pas mal particulières. Alors, ce sera le 7 juin. 7 juin, Joanne. Oui. Ouais. Super, 7 juin. Alors, nous aurons Madame Jocelyne Yel. Elle sera à notre rendez-vous et je vous invite tout le monde à vous joindre à nous et à le faire savoir dans votre réseau. Bonsoir tout le monde. À bientôt. Merci Alain, merci l'équipe. Merci Monsieur le technicien.